Bonjour Virginie Maire. Bonjour. Bonjour cofondatrice de FRAC et bonjour Charlotte Berthaud. Bonjour Valérie. Médecin anesthésiste réanimateur, fondatrice de Dépiste et vous, pardon, j'allais dire en anglais Dépiste and you. Je sais pas pourquoi parce que j'ai vu le Dépiste et vous. Virginie, FRAC, c'est votre troisième start-up, troisième société. On Oui, est bon. tout à fait. Ouais. Quel était votre parcours justement avant FRAC? Alors mon parcours, ça a été 10 ans d'abord, pas dans de l'entrepreneuriat. J'ai d'abord commencé ma carrière dans des grands groupes de médias. Donc pendant 10 ans, des groupes de contenu, donc de la télé, de la presse. Voilà. Et en fait, au bout de 10 ans, je me suis lancée. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un premier projet qui s'appelait Finder Studio, qui est une agence qui s'occupait de créateurs de contenus digitaux, donc que j'ai accompagné pour développer des modèles économiques avec eux. J'ai ensuite cofondé Cybelle, plateforme de podcasts et de livres audio par abonnement, qui offre également un modèle économique pour les podcasteurs. Et cette fois-ci, FRAC, qui offre une solution pour réinventer la distribution du contenu dans le Web3. Alors racontez-moi ce projet, FRAC. C'est arrivé comment cette idée? Alors, en fait, si on prend mes 20 années de carrière, j'ai passé 20 ans à m'occuper du contenu et surtout des créateurs. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur. Et donc, c'est toujours, depuis ces 10 dernières années, c'est comment est-ce que je peux accompagner les créateurs pour leur trouver des modèles économiques pour qu'ils puissent continuer à créer et nous faire rêver avec des contenus, quel que soit le format de ces contenus. Et donc, FRAC, la genèse de ça, c'est 10 ans de créateur économie, c'est 20 ans de contenu qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a une techno qui est la blockchain, qui est le Web3, qui nous permet de décentraliser finalement l'utilisation et la consommation du contenu pour trouver quelque chose de plus, un modèle plus viable et plus équitable, surtout pour les créateurs. Donc en fait, c'est un peu un changement de paradigme, c'est de dire que les créateurs et les communautés, en fait, le public, toutes les personnes qui consomment du contenu participent à la création de valeur de ce contenu. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir redistribuer cette valeur, parce qu'il faut savoir que les auteurs et les autrices ne touchent que 6% de la valeur qu'ils créent. Charlotte, de ton côté, dépistez-vous. On s'est déjà vu sur cette scène. Tu es déjà venue. Raconte-moi un petit peu. Et pour ceux qui peut-être découvrent Dépistez-vous, déjà, ce qu'est ce projet et quelle ambition il a? Oui, j'étais venue il y a 1 an sur cette Exactement. scène, là-bas, pour présenter le projet auprès d'un anesthésiste réanimateur, puisque c'était un confrère. Moi, je suis au départ médecin anesthésiste réanimateur. Et il y a 3 ans, j'ai fait le constat, j'en ai fait 2 en même temps. Un professionnel qui était vraiment le manque criant d'informations pour les patients, qui n'ont pas accès à la bonne info au bon moment et qui finalement se retrouvent un peu pris au dépourvu avec une maladie qui est déjà installée. Et du coup, ça générait pour moi, en tant que soignant, beaucoup de frustration de voir que j'arrivais trop tard avec déjà une maladie installée, comme je le disais. En parallèle, j'ai été confrontée au diagnostic du cancer d'un de mes proches, un cancer qui se dépiste assez facilement. C'était un mélanome. Pour autant, il a été dépisté à un stade tardif et donc avec une prise en charge invasive et donc une perte de chance. À partir de là, j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à la prévention, puisqu'en fait, quand on est soignant, on soigne, on est beaucoup dans le curatif. Et j'avais envie de pouvoir intervenir en amont de la maladie et de pouvoir en fait rendre nos patients acteurs. Mais en fait, finalement, je ne m'adresse plus à des patients, je m'adresse à vous. Et pour vous donner en fait la bonne info au bon moment. Donc Dépistez-vous est né de ces constats en 2020. Donc j'ai quitté mon boulot et j'ai fondé la start-up Dépistez-vous. Quelques mots sur Dépistez-vous, c'était ça la question. Très bien, t'inquiète. Donc Dépistez-vous, c'est une plateforme digitale qui accompagne simplement et de manière personnalisée vers des parcours dédiés pour un dépistage précoce des cancers. Donc ça s'adresse à tout le monde dès l'âge de 18 ans. L'objectif, c'est que vous puissiez prendre connaissance de vos facteurs de risque, de vos antécédents et qu'on puisse vous proposer un profil avec des recommandations en fonction de votre profil, des conseils personnalisés, des rappels pour ne rien oublier. La bonne info au bon moment, c'est vraiment l'objectif. Notre promesse, c'est prévenir plutôt que guérir. C'est un peu classique, mais en tout cas, voilà. Quelques minutes de votre temps pour prendre soin de votre santé facilement. Donc on vous propose des questionnaires médicaux qui sont élaborés, c'est les questionnaires de la Haute Autorité de Santé. On va vous proposer des conseils personnalisés que vous recevrez par mail, un annuaire de professionnels de santé, des ressources pédagogiques et des petits rappels pour avoir vraiment accès au maximum d'informations pour pouvoir agir au bon moment.
Ensemble, on va parler d'entrepreneuriat au féminin. 3 ans d'existence, Charlotte, comment se passe le développement? On sait que la vie d'entrepreneur est semée d'embûches parfois. Oui, c'est les montagnes Oui, russes, ok. la vie d'entrepreneur. Il faut faire preuve de beaucoup de résilience, mais en même temps beaucoup de détermination pour justement passer ces obstacles et s'en sortir encore plus fort, apprendre de ces échecs. Donc moi, je trouve cette expérience très enrichissante, humainement notamment. C'est vraiment très stimulant, très épanouissant de pouvoir côtoyer en fait, des écosystèmes qui sont très riches, de pouvoir justement intégrer la French Care, de pouvoir intégrer des collectifs, des réseaux de femmes pour être aidées, pour être entourées. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la plus belle expérience que j'ai pu vivre à ce stade. Virginie? Oui, ton bien côté sûr, c'est avant tout une aventure humaine. C'est vrai que de se lancer, c'est un challenge qui est au démarrage incroyable. Moi, je le disais, la thématique, c'est la fierté aujourd'hui avec Big. Et en fait, je le dis, c'est qu'est-ce qui m'a rendu, ce qui me rend fière dans ma carrière professionnelle, c'est ce passage que j'ai pu faire de la vie de salarié dans des grands groupes où en fait on est quand même dans un certain confort de professionnel pour se jeter à l'eau et puis tout d'un coup de rentrer dans des problématiques et dans une complexité aussi de monter sa boîte qui a rien à voir. Donc on y va pour un projet, on y va parce que on a une conviction très forte qui est moteur pour y aller et puis avec la peur au ventre, mais on se lance. Et puis oui, on en sort grandi, de constituer ses propres équipes pour cette aventure humaine, parce que c'est avant tout une équipe en fait. Hein. Heureusement, on n'est pas seul non plus. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un cofondateur à chaque fois dans mes aventures. Qui est toujours le même. Et voilà. Et donc, on est très complémentaires aussi dans nos expertises, ce qui fait que on grandit en plus à chaque fois, à chaque nouvelle start-up. Voilà, tu disais que on était à la 3e. Voilà, à chaque fois avec des nouveaux challenges et des nouvelles envies. Et donc associé dans ton projet, Associé, oui, tout à fait. avec un fondateur. De ton côté, Charlotte? Je suis un peu seule. J'avais la réponse. Ouais, j'ai essayé de m'associer Ok. à plusieurs reprises. C'est difficile. C'est difficile d'avancer seule en fait en tant que femme. Je pense, c'est qu'il y a des stats et des chiffres. Et il y a Sista qui a justement publié il n'y a pas très longtemps quelques stats sur la difficulté pour les femmes d'entreprendre. Il n'y a que 10% des startups qui sont créées par des femmes. On sait que les équipes féminines, elles lèvent en moyenne, quand elles sont 100% féminines, 4 fois moins que les équipes 100% masculines. Donc globalement, quand tu es une femme et que tu es seule, que en plus, alors excusez-moi, je vais parler crûment, mais tu es jeune, donc en âge de procréer ou de faire des burn-out, ou voilà, bref, tu es une femme, donc tu as tes faiblesses, tu as tes vulnérabilités qui font ton charme, mais qui font aussi que potentiellement en face, tu parles à des hommes, puisque 85% des décideurs des fonds d'investissement sont des hommes, donc il y a un vrai biais de genre qui est qu'ils ne s'identifient pas à Charlotte, mais plutôt éventuellement à toi. Donc tu pars avec un handicap. En plus, pour le coup, quand tu es médecin, c'est chouette, mais pas pour tout. Notamment la confiance justement des investisseurs. On te voit comme médecin? On me voit comme quelqu'un qui ne sait pas forcément entreprendre. Ok. Voilà. C'est l'idée que j'en fais. Et après, il y a la complexité de... Je suis une femme, je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de compétences pour être là où je suis. Donc, il y a le syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup, mais qui est véritablement là. Et d'ailleurs, il y a un quart des femmes qui souffrent de ce syndrome-là. Ça, c'est encore les études qui l'ont montré. Donc, il y a une difficulté d'accès au financement quand on est une femme, quand on est seule. On a besoin de se former et d'avoir vraiment les compétences pour pouvoir faire ce qu'on fait, alors que des fois, il y a des hommes qui, peut-être, se lanceraient plus facilement sans forcément avoir tous les diplômes. Donc, voilà, je trouve ça difficile. C'est des challenges, mais c'est très chouette de pouvoir les relever. Je te laisse réagir. Virginie, est-ce que tu viens d'entendre? Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment ancrées. Type, oui, effectivement, la femme va être moins fonceuse, elle va moins prendre de risques, elle va moins... et qui sont
qui passent plus finalement dans l'entrepreneuriat comme des faiblesses, parce que du coup on va moins oser, alors que on ose, mais peut-être de manière plus réfléchie et raisonnée et posée. Mais du coup, dans un monde de l'entrepreneuriat où tout va très vite, c'est pas forcément ce qui est attendu. Qu'il y a, et on va pas se mentir non plus, une solidarité masculine très forte. Et effectivement, quand en face de nous, on n'a que des VC qui sont principalement masculins, oui, il y a 2 dossiers équivalents, un qui va être porté par des hommes, on va se dire qu'ils vont plus oser, plus aller, une fois encore, beaucoup plus vite. Et donc, à dossier égal, ça va partir chez l'homme. Donc c'est ces injustices, entre guillemets, qu'il faut qu'on travaille, mais qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est pas les femmes de leur côté seules non plus qui vont avancer. Donc c'est comment est-ce que ensemble on fait évoluer les mentalités, on fait évoluer en fait tout ça, parce que en fait, ce combat-là, on le fera pas seul, mais il faut qu'on décide réellement tous ensemble de le faire. Sur la question de la légitimité aussi, sur ce syndrome de l'imposteur, t'en penses quoi de ce que dit Ce syndrome de Charlotte? l'imposteur. Voilà, malheureusement, c'est sûr qu'un homme qui va demander une augmentation va jamais se poser la question. Il y a la question du mérite, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je mérite quelque chose. Quand je reçois des prix, je comprends pas pourquoi je reçois des prix. Je me dis, mais non, mais je mérite pas ça. Il y en a plein d'autres qui méritent mieux. Je pense qu'il y a on se pose la question de savoir si on mérite, alors que les hommes se posent pas forcément. Enfin, je généralise pas du tout, et c'est pas du tout une dualité entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a un formatage peut-être aussi éducationnel qui fait que les hommes se posent peut-être moins de questions de savoir s'ils méritent l'augmentation, et si du coup, alors que nous, on se pose 1 milliard de questions avant d'aller demander. Et c'est aussi ancré parce que ça fait des décennies de patriarcat aussi qui a éduqué, et en fait c'est ancré en nous, et c'est sûr qu'avant d'aller demander une augmentation, oui, en fait on va pas la demander, on va l'attendre bien sagement. Du coup, si on demande pas, on l'a pas de toute manière. Donc voilà, alors qu'un homme va pas se poser cette question-là. Et c'est aussi la légitimité, cette légitimité pour avoir une promotion. Un homme va pas se poser la question de savoir s'il est légitime à obtenir ce poste-là. C'est normal. Ginette, je me permets de rebondir. Vas-y. Il y a aussi la question de quand est-ce que je me paye dans ma start-up. Moi, Dépistez-vous, ça a 3 ans la semaine prochaine. Je ne me suis pas encore versé un salaire. Je pense que quand on prend une boîte qui est fondée par les hommes, on n'a peut-être pas ce constat-là aussi. Est-ce que vous appuyez l'une et l'autre sur des réseaux? Tu parlais de la French Care tout à l'heure, Virginie. Est-ce que ça aide aussi, et sur toutes ces questions-là, de trouver écho parfois dans des discussions, enfin d'en parler aussi, ça fait du bien. On parle tout souvent de la solitude du dirigeant et de la dirigeante. Est-ce que vous faites partie l'une et l'autre de réseaux? Oui, alors c'est sûr que c'est très important de se serrer les coudes, pour le coup, alors de bénéficier d'une certaine sororité aussi. Et du coup, il y a plein d'associations, de réseaux qui permettent d'échanger sur des expériences, qui permettent de faire avancer aussi tout ça, parce que du coup, on va essayer d'insuffler d'autres choses. Alors moi, je suis dans PFDM pour les femmes dans les médias, parce que je viens des médias et je suis dans les médias. Donc voilà, on fait signer des chartes tous les ans pour qu'il y ait justement une charte sur la parité, sur le harcèlement sexuel, sur tous ces sujets-là. Donc c'est très important. Sur le Web 3, je suis également dans Women in Web 3, parce que alors on parle des femmes dans l'entrepreneuriat, des femmes. Alors moi je parle des femmes dans les médias, mais alors les femmes dans la tech. C'est encore plus, toujours plus, et en fait surtout toujours moins de femmes. Donc voilà, donc c'est encore plus important de se dire. Mais en fait, le truc c'est que ça vient de beaucoup plus tôt. C'est que moi aujourd'hui, de trouver des devs femmes, c'est très compliqué, mais parce que en fait, on les trouve pas non plus aux écoles, parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, on fait croire aux petites filles que les maths c'est pas pour elles, et en fait, on se retrouve du coup avec des écoles qui sont des écoles d'informaticiens, d'ingénieurs, qui sont encore très masculines. Donc en fait, voilà, c'est aussi toutes ces mentalités qui doivent changer, mais très tôt. Charlotte, la French Care, c'est important?
Oui, la French Care, c'est important pour créer des synergies, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres docpreneurs aussi, des médecins qui entreprennent. Voilà. Donc je trouve ça vraiment... la force du collectif, c'est vraiment quelque chose qui est énorme, qui porte. C'est pour ça aussi que je fais partie du réseau Femmes de Santé, du collectif Femmes de Santé, du collectif Femtech France. Je trouve que ces collectifs-là, en fait, donc, clairement, ça permet de pouvoir avoir des retours d'expérience, de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir, encore une fois, créer des synergies, mais surtout de pouvoir faire preuve de sororité entre nous et de se dire, OK, comment on peut s'entraider. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans notre feu de camp. Merci. Virginie et Charlotte, bonne continuation dans vos projets. La prochaine séquence est consacrée à la souveraineté numérique.